Bien, écoutez, alors bonjour. Comme vous allez vite le remarquer, je ne suis pas de la Royal Navy et donc je vous ne parlerai pas du pillage au regard de cette qualité. Donc, je viens du ministère de la Justice, je suis magistrat et je suis très heureux que l'UNESCO ait convié le ministère de la Justice à participer à ces débats pour une raison qui est à la fois élémentaire et importante, c'est que finalement vos débats s'inscrivent dans une actualité législative importante en France depuis quelques mois, puisque le ministère de la Justice et d'autres ministères sont à l'origine de certaines modifications législatives importantes au regard de la protection des biens culturels en général et des biens culturels sous-marins en particulier. Donc on m'a demandé d'évoquer avec vous la question de la saisie des biens archéologiques subaquatiques. Et donc, au regard de ma qualité de pénaliste, je vais évoquer bien entendu cette question, mais je l'évoquerai à travers la question des saisies pénales des biens archéologiques subaquatiques. Alors, pourquoi cette question de la saisie des biens culturels est importante? Alors, bien entendu, il y a plusieurs raisons. À mon sens, elles sont au nombre de 4, les raisons essentielles. La première, c'est que finalement, de la faculté de saisir ces biens va dépendre la capacité des autorités à rendre un bien juridiquement indisponible pendant un certain temps. Le deuxième intérêt, c'est que cette faculté va dépendre de la capacité de l'État à asseoir la preuve de la commission d'une infraction pénale. Et j'expliquerai pour quelles raisons dans quelques instants. Troisième raison, de cette faculté de saisir des biens va dépendre la possibilité d'une restitution ou d'une confiscation ultérieure au profit de l'État national, mais aussi et surtout au profit de l'État étranger qui demande la restitution du bien acquis illégalement. Et la quatrième raison qui mérite que l'on s'arrête sur cette question de la saisie, de la confiscation des avoirs criminels issus donc de l'accaparement illégal de biens archéologiques, c'est qu'il me semble que cette capacité juridique des autorités à saisir des biens qui ont été possédés ou acquis en toute illégalité, permet d'une part de limiter les échanges, autrement dit de limiter la circulation des biens archéologiques subaquatiques, mais d'autre part et surtout de libérer du temps pour le propriétaire légitime, en l'occurrence l'État, de constituer les preuves que le détenteur du bien possède celui-ci de façon illégale. Alors, les règles générales qui gouvernent, en tous les cas en France, la saisie et la confiscation pénale sont relativement élémentaires, mais elles sont assez complètes. Et je voudrais, avant d'y revenir très rapidement, rappeler 2 définitions qui me semblent importantes. Celle de la saisie et la confiscation. Qu'est-ce que la saisie, lorsqu'on évoque la saisie des biens en général et des biens subaquatiques en particulier? Il faut rappeler, il me semble, que la saisie pénale consiste, dans le cadre d'une enquête, à rendre indisponible juridiquement le bien qui est l'objet de cette enquête. Autrement dit, pendant un certain temps, le possesseur du bien à ce moment-là ne pourra pas en user et ne pourra pas en abuser. La saisie, en quelque sorte, est une mesure conservatoire qui va mettre entre parenthèses, pendant une certaine durée, le bien de toute commercialisation, de toute dissimulation, de toute vente, etc. En France, avant 2010, on ne pouvait saisir un bien que pour constituer une preuve pénale. Désormais, depuis 2010, on peut saisir un bien simplement en vue de sa confiscation ultérieure par le tribunal au profit d'une autorité publique, que ce soit l'État français ou que ce soit éventuellement un État étranger dans certaines circonstances. Ce qui m'amène à rappeler la deuxième définition qui est importante, parce qu'une fois qu'on a saisi un bien, il y a une seconde étape, c'est l'étape de la confiscation. Ce bien, il faut le confisquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le rendre à son propriétaire illégitime. Et lorsque l'on confisque un bien, on le confisque au nom de l'État et dans les intérêts de l'État. Il existe 2 approches de la confiscation, une approche que je qualifierais un peu d'anglo-saxonne, et puis une approche de droit continental, une approche beaucoup plus européenne. La première approche consiste donc à autoriser la confiscation du bien dès lors que son origine illicite est établie.
autrement dit, en dehors de toute déclaration de culpabilité. C'est l'approche anglo-saxonne. La deuxième approche est une approche plus personnelle, qui porte moins sur le bien, qui consiste à confisquer ce bien lorsqu'une peine a été prononcée à l'encontre de l'auteur de l'infraction. C'est l'approche qui a été retenue par la France. Mais ceci ne veut pas dire que cela interdit à une autorité publique étrangère de demander la restitution d'un bien posé sur le territoire français lorsque on n'est pas dans le cadre d'un dossier pénal. Je rappelle, notamment à l'adresse des États étrangers qui font régulièrement des demandes à la France de restitution de biens acquis illégalement et qui sont situés sur le territoire national, que depuis une jurisprudence relativement récente, puisqu'elle date de 2012, une décision civile étrangère qui confisque un bien détenu sur un territoire national français est susceptible d'être reçue positivement en France. Autrement dit, dans le cas d'espèce, c'est une décision d'un tribunal de Milan qui avait confisqué sur le plan civil un bien situé sur le territoire français. Eh bien, la jurisprudence française a considéré que cette confiscation était valable en droit français, qu'elle pouvait produire tous ses effets sur le territoire national. Autrement dit, cette décision autorisait la France à saisir le bien sur le territoire français sur la base d'une décision intervenue sur la base d'une décision d'une juridiction étrangère. Autrement dit, sur le fond de cette jurisprudence, il est désormais possible de faire réaliser une saisie et une confiscation sur le territoire français sur la base d'une décision civile prononcée par une juridiction étrangère. Alors, en deux mots, quel est le régime juridique des saisies et des confiscations en France, pour ceux que ça intéresse? Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de décrire complètement ce régime juridique, mais simplement d'en rappeler les règles principales. Elles me semblent importantes parce qu'elles articulent toutes les possibilités qui sont offertes à la législation nationale et aux autorités policières et judiciaires pour appréhender un bien acquis illégalement présent sur le territoire français. Première règle, un bien archéologique saisi dans le cadre d'une procédure pénale à titre d'élément de preuve ne pourra pas faire l'objet d'une confiscation. Pour que ce bien puisse faire l'objet d'une confiscation, il faudra le saisir au titre de la confiscation envisagée lorsque cette peine complémentaire est encourue. Deuxième règle, dans la mesure du possible, un bien doit être saisi, comme je vous le disais, en vue de sa confiscation. Pourquoi? Parce que le droit français prévoit que la peine complémentaire de confiscation est encourue dès lors que la peine pour l'infraction principale est supérieure à 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en droit français, la plupart des infractions d'atteinte aux biens culturels, qu'ils soient maritimes ou pas, sont punies d'une peine supérieure à 1 an d'emprisonnement. Autrement dit, dans tous les cas, les autorités judiciaires françaises pourront saisir un bien acquis illégalement et présent sur le territoire français. Troisième règle, si un bien est placé sous main de justice, il peut être restitué pendant la procédure à son propriétaire. Autrement dit, dans le cadre d'un dossier judiciaire, intervient une demande d'un État étranger qui veut que le bien lui soit restitué. Eh bien, les autorités judiciaires auront la possibilité, pendant la procédure, de restituer ce bien à l'autorité légitime dès lors qu'il n'y aura pas de contestation sur la propriété de ce bien. Dernière règle, il est possible donc de faire des perquisitions et de saisir des biens aux seules fins de les confisquer. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette confiscation transfère la propriété du bien à l'État. Au regard de ces règles, comment sont abordées en France les demandes des États étrangers qui souhaitent la restitution des biens culturels qui sont présents sur les territoires français et qui font l'objet d'une procédure pénale? Je voudrais simplement rappeler à titre d'information que depuis 2010, le ministère de la Justice a été saisi de 103 demandes d'entraide pénale d'États étrangers en vue de la restitution de biens culturels
tout bien culturel confondu, aussi bien terrestre que maritime. Sur ces 103 demandes, la majorité provient donc de pays extra-européens et, pour être plus précis encore, des pays d'Amérique latine, puisque 70% de ces demandes émanent des pays du continent sud-américain. Donc il est important de rappeler que la bonne coopération, évidemment, entraîne la bonne application des conventions, que ce soit la Convention de 2001 ou la Convention de 1970 sur l'accaparement illicite des biens culturels. Alors, si ces deux conventions ont été ratifiées par la France, aussi bien celle de 1970 que celle de 2001, même si celle de 2001 a été ratifiée assez tardivement, jusqu'à très récemment, ces conventions ne recevaient pas application en droit interne français parce qu'elles n'avaient pas été transposées par le législateur. Et là, j'ai plaisir à annoncer quand même que depuis la loi du 7 juillet 2016 sur la création artistique, sur le patrimoine et l'archéologie, eh bien, le législateur a introduit dans notre droit les effets attendus, en partie au moins, de la Convention donc de 1970, puisque dans cette fameuse loi, dans son article 56, il est prévu désormais que la France, donc lorsqu'un bien est importé d'un État étranger, a l'obligation donc de solliciter un accord émis par l'État étranger. Dès lors que cette importation ne sera pas accompagnée de cette autorisation, le bien sera importé illégalement. Alors, ce n'est pas une disposition anodine, puisqu'il y a des effets notamment en termes de police judiciaire, puisque désormais, ou police administrative d'ailleurs, puisque désormais, les douaniers, lors de l'entrée de ces biens sur le territoire français, seront en position de demander l'accompagnement de cette autorisation d'exportation par l'État étranger. En absence de ce certificat, le bien pourra être saisi, en attendant de déterminer précisément le véritable propriétaire du bien. Donc c'est un point important, puisque jusqu'à récemment, on reprochait à la France ce défaut, en quelque sorte, dans sa législation, étant précisé que, par ailleurs, les règles qui gouvernent l'entraide entre les États sont relativement complètes, puisque dès lors qu'une demande est adressée par un État étranger aux fins d'obtenir des investigations sur le territoire français concernant des biens culturels, l'État français, en général, fait droit à l'ensemble de ces demandes, donc d'enquête, de recueil de renseignements, de recueil d'autorisation, etc., etc. Il y avait jusqu'ici une difficulté concernant la saisie et les confiscations. Lorsqu'un État étranger demandait à la France la restitution d'un bien qui n'était pas encore saisi et confisqué, nous avions cette difficulté d'être confrontés aux détenteurs de bonne foi. D'un côté, nous avons le droit de propriété, qui est un droit constitutionnel en France. D'un autre côté, des conventions internationales qui demandent à ce que l'on facilite la restitution des biens acquis illégalement aux États légitimement propriétaires. Donc il faut concilier ces règles, ces conventions internationales au droit de propriété. Alors, lorsque le détenteur du bien est un propriétaire de mauvaise foi, lorsqu'on a à lui reprocher une infraction, il n'y a aucune difficulté. Dans le cadre des procédures, on pourra saisir ce bien et, par la suite, le confisquer. Le problème est beaucoup plus délicat lorsque le détenteur du bien dit qu'il est de bonne foi. Alors, cette bonne foi n'empêche pas la saisie de biens, comme je vous le disais tout à l'heure. Simplement, pendant toute la procédure, il y aura un litige sur la propriété du bien. Mais comme je vous le disais, la saisie permet d'immobiliser le bien pendant toute la procédure, et donc cette contestation sera reportée devant les débats, au moment des débats devant le tribunal. Autrement dit, lorsque la France est en difficulté pour répondre à une demande étrangère de restitution des biens, c'est parce qu'elle est confrontée à ce dilemme, d'une part, de respecter
les conventions internationales et d'autre part de respecter le droit interne qui prévoit que lorsqu'on est propriétaire d'un bien, on ne peut pas en être dépossédé facilement. C'est une règle qui est indépassable. Il est important, lorsqu'une demande est adressée à l'État français de restitution, d'accompagner cette demande de l'ensemble des pièces qui sont de nature à justifier l'acquisition illégale du bien. Alors, pas forcément l'acquisition illégale par le propriétaire qui, à ce moment-là, a le bien en sa possession, mais au moment dans la chaîne, en quelque sorte, de transmission, dans la chaîne commerciale du bien, il est important que l'État étranger apporte toutes les pièces justificatives pour démontrer qu'à l'origine de cette possession, une infraction a été commise. En dehors de ces hypothèses de saisie pénale, il existe bien entendu la possibilité de revendiquer un bien en utilisant les règles de droit civil, mais autant le dire tout de suite, ce versant-là de la procédure est beaucoup plus complexe puisque le droit français est très protecteur de la propriété immobilière comme de la propriété mobilière, et il faudra véritablement des preuves très solides pour qu'un État étranger puisse revendiquer, sur la base des règles de droit civil, un bien qui aurait été acquis illégalement et qui serait présent sur le territoire français. Voilà rapidement dessiné les règles qui gouvernent, en quelque sorte, donc la saisie et la confiscation des biens culturels en droit français. Et je le rappelle, et je tiens à le dire, cette loi du 7 juillet 2016 risque de changer pour l'avenir la situation et les demandes des États étrangers certainement de bénéficier d'un accueil plus favorable. Je vous remercie.